propose qu'on commence. Allons-y. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, chers amis. Je suis moi très heureux de vous retrouver pour ce second débat, cette seconde rencontre qui s'inscrit dans un cycle de 4 débats prospectifs que la Fonda vous propose sur le mois de juin. J'en ai exposé hier les ambitions, donc je vais éviter les redites pour celles et ceux qui sont présents ce matin. Mais pour ceux qui découvrent ce cycle, il me paraît important de vous en redire les principales lignes de force. Alors, ce que nous vous proposons s'inscrit dans notre programme de travail Faire ensemble 2030. Pourquoi 2030 ? Tout simplement car nous nous inscrivons dans le dispositif d'action internationale et transversale que constitue l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Cet agenda, comme vous le savez, est un cadre de dialogue entre l'État et la société civile et fonde sa mise en œuvre sur des partenariats au service d'un monde solidaire, durable et juste. À la Fonda, nous portons justement cette conviction que la vitalité associative est indispensable à la vitalité démocratique et que l'engagement bénévole est l'accomplissement d'une citoyenneté active. L'intérêt général, dans toutes ses dimensions, a besoin du pouvoir d'agir des associations. Aussi, le cœur de mission de la Fonda est d'encourager et d'accompagner les associations et les autres acteurs de la société civile à développer des stratégies coopératives. Le programme Faire ensemble 2030 de la Fonda a ainsi pour objectif de faciliter l'appropriation des ODD par les acteurs associatifs et la société civile, de valoriser la contribution massive des acteurs associatifs et de leurs partenaires à cet agenda, et de susciter et d'animer des communautés d'action entre acteurs de l'intérêt général pour accroître l'efficacité de l'action collective pour atteindre ces ODD. Au-delà de ce cycle de rencontres, vous pourrez donc retrouver de nombreuses ressources sur notre site, des notes de cadrage, des carnets d'exploration, mais aussi le dernier numéro de la Tribune Fonda qui donne la parole de manière inédite à 15 personnalités françaises et internationales pour une société du faire ensemble. Chacun de ces 4 débats qui vous sont proposés a été construit sur la base d'une enquête qui vous a été adressée. Le lien va être disponible dans le chat dans un instant à l'autre. Et si vous souhaitez faire part de notre communauté, rien de plus simple, abonnez-vous à notre newsletter. Je ne vais pas détailler les résultats ce matin de cette enquête, mais vous avez souligné la fragilité de notre contrat social face non seulement à un manque criant d'investissement dans les activités de base, que sont par exemple la santé ou l'éducation et bien d'autres, mais aussi dans les territoires. Autant de facteurs qui viennent miner notre pacte républicain. Je voudrais à cette occasion rappeler ce que dit Hannah Arendt de la politique, c'est-à-dire de l'organisation de la vie en commun. Je cite, « La tâche et la fin de la politique sont de garantir la sécurité de la vie au sens le plus large. Elle permet à l'individu d'atteindre ses fins dans le calme et la paix, c'est-à-dire sans être importuné par la politique, pour garantir au grand nombre la vie, un gagne-pain et un bonheur minimal. » La défiance grandissante des Français à l'égard de son personnel politique n'est pas nouvelle, mais elle est malheureusement une constante depuis déjà des années. Pour autant, le rejet de la politique n'est pas complètement de mise, et c'est là tout le paradoxe. À la question, par exemple, posée en plein confinement français, quel groupe devrait influer les décisions importantes qui sont prises en France et dans le monde, 44% citent les dirigeants politiques et leur capacité à proposer des solutions pour le vivre ensemble. Cette crise a également agi comme un révélateur de la générosité et de l'altruisme. L'élan civique et fraternel qui s'est manifesté, de manière formelle ou informelle, est une remarquable forme d'associativité. Et les associations n'ont jamais autant démontré leur nécessité, alors même que leur situation budgétaire est très tendue. Elles n'ont jamais autant occupé le devant de la scène que lorsque le gouvernement était démuni face aux réponses concrètes de terrain à apporter à nos concitoyens. Nos intervenants, sous l'animation de Yannick Blanc, auront donc à traiter ce matin de la question de la vitalité démocratique. La démocratie contributive peut-elle recréer la confiance entre citoyens et élus ? Jeudi 25 juin prochain, il sera question de la transition écologique et solidaire. Pourquoi n'y arrivons-nous toujours pas ? Et enfin, pour la dernière conférence, le vendredi 26 juin prochain, nous clôturerons par croissance et objectifs de développement durable, compatibles ou antinomiques. Je voudrais vous remercier chacun d'entre vous, car vous êtes plus de 780 inscrits sur l'ensemble du cycle, et votre présence conforte notre choix d'avoir transformé notre université en cycle de rencontres. Merci pour votre confiance. Je voudrais également remercier l'ensemble des 13 intervenants qui ont accepté de venir échanger et de partager avec nous. Merci à chacun d'entre eux et à chacun d'entre elles pour leur présence et le partage de leurs travaux. Et je voudrais tout particulièrement remercier ce matin Julien Perdrija, Sarah Gros, et le duo composé par Charlotte Cosla et Julien Defay. Bien évidemment, vous pourrez intervenir, les interpeller et faire part de vos propres questionnements. Chacune des sessions est prévue pour être dynamique et je sais que nous pouvons compter sur vous.
Je vous informe également qu'elles sont enregistrées et qu'elles seront disponibles sur notre site internet, comme les synthèses qui en découleront. Enfin, je voudrais remercier nos partenaires financiers sans qui rien ne serait possible. Merci au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, au Haut Commissariat à l'ESS et à l'innovation sociale, à la Banque des territoires, à la mairie de Paris, à la Massif, ainsi qu'aux fondations SNCF, Crédit Coopératif et Schneider. Nous serions évidemment bien heureux d'associer de nouveaux partenaires à cette liste. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Bastien Engelbach, coordinateur des programmes, et Anna Olivetti, chargée de mission, qui vont vous expliquer le déroulé du débat. Et je vous souhaite une très belle matinée. Bonjour, merci Niels pour ces mots introductifs. Donc, je vais vous rappeler brièvement les règles de bon fonctionnement pour ce débat atelier en distanciel. Donc, merci de bien vouloir éteindre vos micros afin d'éviter les bruits parasites qui gêneraient la bonne écoute. Merci également d'éteindre vos caméras pour limiter l'utilisation de la bande passante. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques à faire, n'hésitez pas à le faire directement sur le chat qui s'intitule sur Teams « Conversation ». Le modérateur, Bastien, les fera remonter tout le long de ce débat. Donc ce débat se déroule en plusieurs temps. Un bref moment d'introduction pour présenter les intervenants. Puis, on va organiser un sondage pour connaître votre situation professionnelle et géographique et vous inviter à vous positionner par rapport à des affirmations choc sur la thématique de la vitalité démocratique. Nous enchaînerons par des échanges avec les intervenants qui s'organisent en 3 séquences. À l'issue de chacune, il y aura un moment de questions-réponses. Enfin, nous terminerons par une capitalisation collective sur WooClap. L'idée est d'identifier les enseignements à caractère stratégique, tout particulièrement les leviers d'action. Donc maintenant, je laisse la parole à Yannick Blanc, vice-président de la Fonda, qui va animer ce débat. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce débat. Une courte introduction pour qu'on comprenne bien de quoi est-ce qu'on souhaite parler ce matin. D'abord, la vitalité démocratique. C'est une expression que nous pratiquons très volontiers à la Fonda depuis plusieurs années. Pourquoi utiliser ce mot de vitalité démocratique? La Fonda est un think tank au service des associations et sa conviction, c'est que le fonctionnement de la démocratie ne se limite pas aux institutions démocratiques, aux institutions de la démocratie représentative et des politiques publiques, c'est-à-dire le gouvernement, le Parlement et les instances délibérantes des collectivités territoriales. Vitalité démocratique signifie qu'autour de ces institutions qui sont la colonne vertébrale de la démocratie, il y a beaucoup d'autres acteurs qui interviennent, des acteurs sociaux, des syndicats bien entendu, mais aussi l'ensemble des formes sous lesquelles les citoyens s'engagent. Les associations, les collectifs, la participation citoyenne sous toutes ses formes. La vitalité démocratique désigne la capacité de l'ensemble des institutions à être en interaction, en dialogue avec l'ensemble des formes de l'engagement citoyen. Et à partir de cette idée, nous avons développé l'idée de démocratie contributive. Pourquoi ? Eh bien, il y a déjà plusieurs décennies que les élus politiques ont conscience que la démocratie représentative n'est pas suffisante, ne se suffit pas à elle-même, qu'elle appelle d'autres formes de participation des citoyens. Et depuis le début des années 80, c'est-à-dire une bonne quarantaine d'années maintenant, on a développé des démarches, des processus, des institutions de démocratie participative. L'idée de la démocratie participative, c'est que bien que l'élection confère à l'élu une très forte légitimité pour représenter l'ensemble des citoyens, lorsqu'il s'agit de décider de l'aménagement de l'espace, de l'organisation de la vie quotidienne, de l'organisation des services au public, il est utile, il est nécessaire, il est souhaitable de consulter les citoyens. Et la loi a prévu un certain nombre de dispositifs consultatifs de manière à ce que les citoyens soient associés à la décision en donnant leur avis. La démocratie participative ainsi conçue a provoqué beaucoup de déceptions. Elle n'a jamais véritablement réussi à renouveler, régénérer, enrichir de manière significative la démocratie représentative.
si l'on accepte, bien entendu, quelques belles expériences de budget participatif, par exemple, quelques moments, quelques expériences locales particulièrement intéressantes. Mais les dispositifs de démocratie participative tels qu'ils ont été conçus depuis 40 ans n'ont pas véritablement enrayé la dégradation de la performance de la démocratie représentative. Et lorsqu'on parle de démocratie contributive, on parle de la façon dont l'engagement des citoyens dans l'action, là où ils sont engagés, là où ils déploient leurs compétences, leur expertise, à travers leur activité professionnelle ou leur activité bénévole, ils apportent du contenu au fonctionnement de la démocratie. La démocratie contributive signifie que le rôle des citoyens n'est pas seulement de donner un avis, de voter pour, de voter contre, de protester, de s'exprimer. Il ne s'agit pas simplement de l'exercice d'une liberté d'opinion, il s'agit de l'exercice d'une capacité contributive, d'une capacité d'action dans l'élaboration de la décision. L'élaboration d'une décision de politique publique, c'est un processus complexe. Ça fait intervenir, bien entendu, des arbitrages, des choix, de la mobilisation de moyens, de l'expertise. Ça donne des résultats qui sont parfois inattendus. Et dans ce processus complexe, eh bien, notre conviction est que le citoyen peut apporter bien autre chose, bien plus que simplement l'expression de son opinion. L'expérience de la Convention citoyenne sur le climat que nous sommes en train de vivre est, je crois, une illustration assez intéressante de cette idée. Voilà quelles sont les idées sur lesquelles nous avons demandé à nos invités d'intervenir ce matin. Et nos invités ont ceci en commun qu'ils ont une expérience qui est à la fois une expérience de terrain, de pratique ou d'enquête, et une volonté de réflexion sur ces questions de la démocratie. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter Julien Perdrija, qui est le directeur du cabinet du maire de Los Angeles et l'un des fondateurs de la Fabrique des transitions. Sarah Gros, co-directrice du think tank Décider Ensemble, qui est un think tank qui consacre son activité précisément à accompagner, développer des outils d'animation démocratique. Et puis Julien Defay et Charlotte Kosla, tous les deux designers, respectivement designers et assistantes de gestion de projets à la 27e région. La 27e région est un think tank très proche de la Fonda. Ce sont des amis qui, depuis une dizaine d'années, se consacrent au développement de l'expérimentation dans le renouveau des politiques publiques au niveau des collectivités territoriales. Voilà nos invités, voilà notre thème, et donc nous allons maintenant procéder à un premier sondage. Oui, voilà, merci beaucoup Yannick. Donc je vous invite à vous connecter à WooClap si ce n'est pas encore fait. Donc normalement, il y a un lien qui s'affiche, vous cliquez dessus et normalement, vous allez voir afficher le sondage. Est-ce que c'est bon pour vous? À vrai dire, je n'ai pas de moyen de savoir si vous réussissez à vous connecter. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Hop. Le voilà. Voilà, normalement, les résultats apparaissent. Hein. La première question, c'est dans quelle structure exercez-vous des activités? Pour l'instant, une très grande majorité, 71%, les participants viennent du monde associatif majoritairement, mais aussi les collectivités territoriales, 12%. Et les personnes qui ont mis autre, si vous voulez, vous pouvez commenter dans le module conversation d'où vous venez pour un petit peu préciser, si vous le souhaitez. Merci. Je précise que pour cette question, vous avez droit à des choix multiples, puisqu'évidemment, vous pouvez travailler dans une fondation, une entreprise et être bénévole d'une association ou autre. Donc, pouvez-vous rappeler où se trouve le code WooClap? Alors, il est à... Voilà. Sinon, si vous y accédez par une autre façon, le code c'est CTXPLX. Voilà, comme l'a écrit Charlotte.
Alors, il faut revenir sur la page pour qu'on puisse cliquer. Voilà, d'accord. Je vais regarder l'équipe. Alors, pour les personnes, le lien, si vous allez dans le petit module conversation, c'est la petite bulle, et vous trouvez le lien directement sur le module conversation. Alors, peut-être que malgré tout, pour ce vote-là, je vous propose de le clôturer bientôt pour pouvoir quand même, avancer sur la suite. Ça ne marche pas. Ah, voilà. Voilà. D'accord. Une maison association, c'est bon. D'accord. Donc, principalement, les participants viennent du monde associatif. Donc, Bastien, tu passes à la... Alors, on va pouvoir passer à la prochaine question. Donc, majoritairement un public associatif. Alors, la prochaine question. Ça va être de quelle région venez-vous? Donc, on a les 13 régions de France métropolitaine, ainsi que les régions et les départements d'outre-mer. Et enfin, il y a la possibilité pour autres pays de l'Union européenne ou pays hors de l'Union européenne. Donc, principalement, les participants viennent d'Île-de-France. Alors, il y a encore quelques réponses qu'on est en train d'enregistrer. Très bien. Bien. On va pouvoir passer donc à la question suivante. Donc là, nous allons vous inviter en fait à vous positionner par rapport à 3 affirmations choc pour un petit peu nous donner la température par rapport à ces affirmations. Voilà. Il est temps vraiment que vous ayez une réaction très spontanée à ces propositions. Qui sont volontairement potentiellement un peu clivantes et qui pourront aussi susciter, qui permettront aussi aux intervenants d'avoir un peu une idée de quel sentiment vous avez par rapport aux questions qu'on va aborder aujourd'hui. Absolument. Alors là, je pense que les votes ont été effectués. Donc, quelle première tendance on observe? Majoritairement, comme quoi le fait que les citoyens estiment que l'État et les élus sont éloignés des citoyens. 65% plutôt d'accord et 21% tout à fait d'accord. Alors, on va pouvoir passer à la question suivante. Donc notre démocratie n'est plus vraiment représentative. Nous avons des votes qui se stabilisent. Je vais bientôt clôturer le vote. Qu'est-ce qui ressort alors comme conclusion? Il semblerait principalement quand même qu'il y ait une forme de consensus comme quoi l'État des élus serait plutôt quand même éloigné des citoyens, que la démocratie ne serait plus vraiment représentative. Donc, cela interroge pleinement la question de la vitalité de notre démocratie. Et enfin, nous avons une question. Nos régimes peuvent être dits démocratiques, mais nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement. Donc c'est de Pierre Rosanvallon.
Alors, on va bientôt clôturer le vote. Il en ressort quelque chose d'assez similaire des questions précédentes. Oui. Très bien. Donc là encore, un sentiment de déficit démocratique dans le mode, de la manière dont nous sommes gouvernés. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à ce sondage sur WooClap. Voilà, Maintenant, je passe la parole à Yannick Blanc et aux intervenants. Alors Yannick, tu as ton micro coupé. Tu as toujours ton micro coupé, Yannick. Voilà, cette fois-ci ça marche, Voilà. excusez-moi. Le résultat de notre sondage est donc assez clair sur l'existence d'un assez large consensus qui considère qu'il existe une crise démocratique. Et je vais demander à Sarah Gros, comment est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui cette crise démocratique ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Déjà, peut-être, je commencerai par dire que cette crise un peu démocratique, elle est pas nouvelle de tout temps. La démocratie représentative a été critiquée. Les institutions ont toujours été contestées. On a toujours dit qu'elles n'étaient pas suffisamment proches finalement des principes dont elles se réclamaient. Même au XVIIIe siècle, un Montesquieu ou un Rousseau vont présenter le gouvernement représentatif comme un système finalement aristocratique où une élite éclairée exerce le pouvoir sur les citoyens. Et puis par la suite, au 19e, 20e siècle, on peut penser aussi à toutes les critiques qui émanent du mouvement ouvrier. Mais on l'a vu, nos institutions de démocratie représentative, elles sont quand même très résilientes et elles ont su, au fur et à mesure, se moderniser pour s'inscrire dans la durée. Donc voilà, ça c'était juste pour dire que, la crise, elle n'est pas finalement si récente que ça, elle a toujours plus ou moins existé, les critiques ont toujours existé. Cependant, on a ce sentiment que depuis quelques années, la crise est de plus en plus forte. Ça se voit dans les sondages. Alors ça s'est peut-être vu dans le sondage qu'on vient de faire là ensemble. C'est assez intéressant de voir que les réponses sont très claires. Mais aussi, par exemple, il y a un sondage via Voice qui date de septembre 2018 qui montre que 61% des Français jugent que la démocratie française fonctionne mal. Et dans les résultats, on voit qu'il y a un vrai clivage générationnel et social. Ceux qui sont le plus critiques sont finalement les plus jeunes, les moins de 35 ans, et les classes populaires. Au-delà des sondages, hein, on le voit même dans les élections, avec une hausse de l'abstention. À chaque élection, on a une abstention plus forte. Et là, on retrouve les mêmes catégories en fait qui s'abstiennent le plus, les plus jeunes et les catégories populaires. Et puis à côté de ça, on voit aussi une montée de l'extrême droite. La défiance des citoyens, elle va vers les gouvernants, vers les élus, mais ce qui est intéressant, elle va aussi de plus en plus vers les partis traditionnels, mais aussi vers les élites privées et économiques. Donc finalement, toutes les élites souffrent de cette défiance. Et pour finir sur ce point-là, je dirais qu'on a vu depuis l'élection d'Emmanuel Macron peut-être une cristallisation autour de sa personne, de cette défiance, de cette critique du fossé qui se creuse entre gouvernants et gouvernés, à tort ou à raison. Je suis pas là pour répondre à cette question, mais en tout cas, Macron est vraiment perçu comme, on lui a donné cette image de monarque tout puissant qui décide seul. Et puis il y a des petites phrases dont on se souvient qui n'ont pas aidé, qui ont renforcé cette image, traverser la rue pour aller trouver du travail, mettre une chemise. Donc voilà, tout ça. Ça a cristallisé beaucoup de choses et puis on l'a vu, ça a bien sûr explosé, ça a été mis sur le devant de la scène avec la crise des Gilets jaunes. Sur ce fond de défiance générale, de perte de confiance en tout cas, il y a quand même un très fort décalage entre l'attitude des citoyens à l'égard de leurs élus nationaux, vous venez parler du chef de l'État, du Parlement, et puis leur relation avec leurs élus locaux. Comment est-ce qu'on peut analyser un peu plus précisément ce décalage ?
Sur le décalage entre élus locaux et élus nationaux, moi je vois deux raisons. D'abord, il y a une forme de lien de proximité quand même beaucoup plus fort entre élus locaux et élus nationaux, avec même dans des villes de petite taille, on peut même se connaître personnellement, donc il y a des échanges qui sont permanents. Donc ça, c'est la première chose. Les résultats sont souvent d'ailleurs plus rapides et tangibles au niveau local que national. Je vais donner un exemple simple. Par exemple, s'il s'agit de rénover l'école, de construire une nouvelle infrastructure, sur le temps d'un mandat, ça va se voir. Au niveau national, s'il s'agit de faire baisser le chômage en mettant en place une politique économique, les résultats vont souvent être beaucoup plus longs. Par ailleurs, et on l'a vu, vous l'avez dit au début, avec la crise du coronavirus, l'échelon local est souvent plus innovant, plus réactif, plus résilient que l'échelon national. Et donc ça aussi, ça peut expliquer pourquoi cette défiance, elle est un peu moins forte envers les élus locaux qu'envers les élus nationaux. Après, cette défiance croissante, elle a quand même des causes qui sont tangibles, hein. On voit notamment qu'il y a une augmentation de plus en plus forte entre représentants et représentés d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire on va avoir de moins en moins d'ouvriers par exemple à l'Assemblée nationale, dans les partis politiques, mais aussi par exemple dans les syndicats ou dans les partis. Il y a une véritable professionnalisation finalement de cette vie politique et de ces corps intermédiaires qui excluent de plus en plus une partie de la population. Et puis par ailleurs, cet accès difficile à ces postes, à ces fonctions, elle est renforcée par le problème du cumul des mandats. Alors, il y a le cumul de mandats de fonctions et il y a le cumul dans le temps. Donc sur les fonctions, on commence doucement à avancer. Depuis 2014, on ne peut plus être à la fois un député ou un sénateur et détenir un exécutif local. Mais il y a toujours des questions qui se posent. On l'a vu là récemment avec la polémique autour de Darmanin, qui devrait garder pendant un temps, en tout cas, son portefeuille de ministre des Comptes publics et son élection comme maire de Tourcoing. Donc là, il n'y a pas d'interdiction par la loi, mais normalement, il y a une forme de tacite de non-cumul sur ce type de fonction. Mais vraiment, moi, je pense que ce qui pose question, c'est la question du cumul dans le temps. Seul le président ne peut pas être élu plus de 2 fois. Pour tous les autres, on voit des députés, par exemple, qui sont là des dizaines d'années. Et donc là aussi, ça pose question. Tout à l'heure, je parlais entre local et national de ce problème de résultats, de tangibilité des résultats. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui s'est inscrit dans la tête des gens et qui est beaucoup porté d'ailleurs par les extrêmes, c'est le fait que peu importe la majorité au pouvoir, finalement, les choses ne changent pas vraiment, notamment du point de vue économique. À gauche-droite, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Et donc là aussi, je pense que ça crée de la défiance. Et puis enfin, pour finir, je dirais aussi que, mine de rien, nos élus ont peut-être perdu vraiment du pouvoir dans ces 10, 20, 30 dernières années, notamment face à toute la montée en puissance d'acteurs transnationaux. Alors je pense notamment aux géants du numérique. Très concrètement, on se retrouve parfois à se dire que les États, comparés à ces géants du numérique, ont très peu de pouvoir et très peu de latitude d'intervention. Et donc là aussi, ça peut expliquer cette défiance de plus en plus forte. Yannick, ton micro est coupé à nouveau. Alors, il est toujours... Ouais. Voilà, cette fois-ci ça marche. Julien Perdrija, Jean-François Caron, le maire de Los-Angeles, fait partie de ces quelques élus qui ont eu ces dernières années une pratique extrêmement volontariste de la posture de l'élu dans sa relation avec les citoyens. Il est vraiment un exemple typique de cette volonté de
la proximité, pas seulement sous la forme traditionnelle du clientélisme, de la presse du maire qui serre les mains de la population, mais véritablement dans l'organisation de la vie de la commune et l'organisation de la décision. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette posture, comment elle a été pensée et quels sont les résultats que l'on peut mesurer de cette attitude volontariste? Oui, merci Yannick de cette question. Nous, il a fallu qu'on sorte réellement du clientélisme dans lequel on était enchâssé pendant plus de 3 siècles du fait du système minier. Lausanne est une petite ville basée à côté de Lens, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, et tout le système social était organisé de manière clientéliste, descendante, paternaliste, du fait de ce mode d'exploitation industrielle. Et ce qui n'a pas été la tendance générale dans le territoire, ça a été une exception à Los-Angoël. Il y en a eu d'autres, mais Los fait figure d'exemple à cet endroit-là. C'est effectivement d'essayer de prendre à contre-pied cette tendance générale et de ne surtout pas reproduire le mode descendant, paternaliste, hérité des mines au niveau des élus. Et donc les élus de Los-Angoël se sont attachés à travailler dans une forme d'animation du territoire. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas les notables qui venaient solutionner les problèmes. Il y avait tellement de problèmes de toute façon du fait des affaissements miniers, du fait de la pollution, du fait de l'explosion économique, du chômage, etc., que de toute façon, l'élu de Los-Angoël ne pouvait pas résoudre à lui seul toutes ces problématiques. Et donc, la philosophie, ça a été de plutôt travailler sur ce qui faisait culture commune et ce qui permettait un changement de regard, un déplacement finalement du jeu d'acteurs pour créer des capacités d'agir ensemble. Voilà, en hyper résumé. Et donc, ça s'est travaillé par exemple autour de spectacles participatifs. Alors ça peut paraître anecdotique, mais quand tout un monde autour de soi s'écroule, le dernier filet de sécurité sociale qui reste, c'est celui de la culture locale. Et donc, on a organisé, à partir des années 80, avant même la fermeture de la dernière mine, des spectacles narratifs. Alors aujourd'hui, on parlerait avec Rosan Vallon de démocratie narrative, c'est-à-dire de spectacles qui permettent finalement de raconter la vie, de raconter ce qu'on vit et d'ancrer sa trajectoire personnelle, individuelle ou collective dans une trajectoire territoriale, beaucoup plus grande, avec des enjeux qui nous dépassent, mais dans lesquels on arrive à comprendre quelle place on peut jouer. Et donc ces spectacles racontaient l'histoire de Los-Angoël. Ils étaient joués par d'anciens mineurs qui pouvaient faire le deuil de la mine sur scène et puis trouver comme ça progressivement des ressources collectives pour agir ensemble. Et donc à partir des années 80-90, on a développé ce contre-pied, c'est-à-dire qu'on a cherché à l'étendre, à le maximiser, à trouver d'autres formes de mobilisation des ressources du territoire, des citoyens, des acteurs locaux, des entreprises, pour faire en sorte que les solutions qui naissent soient des solutions collectives et qu'une vision collective puisse se dessiner pour répondre aux problématiques locales. Mais encore une fois, ces problématiques locales, elles éclairent le global. Puisque l'effondrement de la mine, c'est des effondrements dont on parle aussi par ailleurs aujourd'hui. C'est la fin d'un monde industriel, c'est un dérèglement du climat, c'est des pollutions à tout va, c'est l'éclatement des solidarités. Et donc finalement, peut-être pour rebondir sur les propos précédents, ce qui distingue aussi la place de l'élu national de l'élu local, c'est que l'élu local, il a les pieds dans la glaise, mais que les réponses qu'il met en œuvre, elles éclairent aussi les grands enjeux globaux, systémiques, qu'on a du mal sinon à attraper comme ça, parce qu'ils nous dépassent. Merci. On a dans la conversation beaucoup d'interventions, beaucoup de commentaires. Bastien, est-ce que tu peux essayer de faire un petit résumé des principales arêtes de ces interventions? Alors, effectivement, en essayant de regrouper un peu une série d'interventions, il y a beaucoup d'interventions qui tournent autour de la question d'une forme de distorsion entre le profil sociologique des élus, mais au-delà des élus, d'ailleurs des techniciens, de toutes les personnes qui font vivre nos institutions démocratiques et des citoyens. Ce qui entraîne en cascade le sentiment que pour certains citoyens de ne pas être, d'être perdants finalement du débat démocratique, de ne pas être pris en considération. Donc, ce qui soulève deux questions. Est-ce qu'on peut considérer que les citoyens effectivement, sont une catégorie homogène et comment est-ce qu'on peut mieux prendre en compte des populations qui pour l'instant ne sont pas
entendu, ou en tout cas le sentiment de ne pas l'être, dans le débat démocratique. Donc voilà, trois questions. Là, la question distorsion, je dirais, élite démocratique, citoyen, certaines catégories de citoyens, comment mieux les prendre en compte et comment résoudre ce déficit. Est-ce que là-dessus, donc je dirais Sarah ou Julien, si vous avez des compléments à apporter. Alors Julien, allez-y, pas besoin de lever la main. Moi, je dirais qu'en réponse comme ça, de manière synthétique, il y a un principe d'éducation populaire qui vaut de toujours, et finalement faire la ville ensemble, c'est une nouvelle forme d'éducation populaire, c'est de partir de là où sont les gens et là où ils en sont, dans leur diversité, dans leur singularité, dans leur subjectivité, et donc de mettre en place des dispositifs qui permettent l'expression de ces singularités et de la rencontre d'un nous à partir duquel on peut construire des solutions collectives, ça me semble être absolument primordial. Et donc, au-delà de ce grand principe, il y a des manières très concrètes, très opérationnelles pour le faire, très innovantes et souvent très peu coûteuses. Sarah, est-ce que vous voulez réagir sur cette question de distorsion entre les élus et les citoyens ou certaines catégories de citoyens? Oui, bien sûr. La réponse, la question de l'éducation populaire, de l'éducation peut-être aussi de la repolitisation des citoyens, elle est importante. Après, si on essaye de réfléchir à des solutions, donc bien sûr, il y a la question de comment aller chercher ces populations qui sont plus éloignées ou qui osent moins participer. Par exemple, c'est une question qui est très forte en termes de démocratie participative, parce qu'en démocratie participative, on va donner la parole aux citoyens, mais souvent on va voir que les gens qui vont prendre la parole vont finalement toujours être les mêmes, des gens qui vont avoir un capital culturel plus élevé, des gens qui ont le temps aussi. Avec par exemple une surreprésentation de personnes retraitées qui ont plus le temps de s'investir et de participer aux divers conseils qui peuvent être mis en place. Et donc c'est une question qui de fond et qui travaille la démocratie participative. Alors il y a des solutions, il y a des choses qui sont mises en place pour aller chercher des gens, des choses très bêtes, du phoning, aller appeler les gens, les former aussi à prendre la parole, leur faire comprendre que on estime leur parole à égalité avec la parole des autres, parce que souvent les gens se disent que finalement leur parole vaut moins que celle d'experts. Et puis enfin, il y a des systèmes qui peuvent être mis en place, et par exemple des systèmes de tirage au sort, tout simplement. Et là, on tire au sort des citoyens et on les mélange. On a vu ça avec la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, qui a tiré au sort des citoyens représentatifs au maximum de la population française. D'accord. Alors d'autres séries de questions qui tournent aussi autour de la question de la consultation. Alors bon, c'est des sujets qu'on va continuer d'aborder aussi par la suite, mais notamment la question, c'est comment est-ce qu'on ne peut pas créer une forme d'instance pour s'assurer que les consultations, les plateformes, les propositions qui émanent des citoyens soient vraiment prises en compte, et finalement comment est-ce qu'on peut convaincre les citoyens d'aller plus vers ce type de démarche en s'assurant justement que leurs propositions soient prises en compte. Julien, vous avez peut-être des retours d'expérience là-dessus. Dit, en plantant le décor de Los Angeles, c'est que la ville de Los, c'est 6500 habitants. Donc on agit à une échelle de proximité où finalement on peut assez facilement se passer des outils de plateforme numérique pour recueillir les propositions, et où les choses peuvent se faire dans des formes je dirais organique, d'organisation du territoire, le lien avec les agriculteurs par exemple, le lien avec les parents d'élèves, le lien avec les professeurs, le lien avec les commerçants, etc. Donc ça pose aussi, je pense, beaucoup la question de l'échelle et du multi-échelle et de la coopération entre échelles pour ce qu'on appelle le renouveau démocratique. Mais j'ai pas du coup moi de retour d'expérience méta à proposer à cet endroit-là, puisqu'on agit vraiment à un niveau micro. Et que ce niveau micro, il est à la fois très efficace et en même temps il a des limites, bien évidemment.
Peut-être dernier point de question. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions qui remontent, donc évidemment, j'essaye de synthétiser autant que possible. Il est difficile de tout prendre tout de même. Il y a des séries de questions qui tournent autour du fonctionnement un petit peu institutionnel, fonction du vote, notamment une proposition sur la prise en compte de l'abstention, du vote blanc, la limitation du cumul des mandats. Comment est-ce qu'on peut finalement faire évoluer les règles du vote pour avoir des élus plus représentatifs de toutes les composantes de la société? Sarah, là-dessus, est-ce que vous avez des éléments à partager? Alors, deux choses. Déjà, peut-être pour revenir juste sur le point d'avant, mais j'y reviendrai aussi après. Hein. On a vraiment cette question de comment, au-delà de faire participer les gens, on écoute vraiment les gens et on co-décide avec eux, c'est-à-dire comment ce qu'ils disent au moment de la consultation est ensuite pris en compte et participe à la décision finale. Mais je pense qu'on pourra revenir là-dessus. C'est vraiment pour moi le nœud du problème aujourd'hui quand on parle de démocratie participative. Alors après, effectivement, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire pour améliorer la représentativité, mais comme j'ai dit, il y a un certain nombre de pistes de solutions qui sont évoquées, donc notamment sur la question du cumul des fonctions et dans le temps, sur la question aussi de faut-il passer, notamment au moment des élections législatives, à des élections, à un système plus proportionnel, pour que finalement l'Assemblée soit plus représentative du vote des citoyens. Il y a aussi des propositions qui sont faites, par exemple, notamment, je crois que c'est dans les travaux de Mine Rochant, qui est un chercheur belge, qui montre qu'on pourrait convertir les votes blancs en siège vide, par exemple. Alors, bien sûr, ça pose plein de questions, mais si il y a 50% de votes blancs, eh bien, il y a soit 50% de sièges vides dans un conseil municipal, par exemple, ou alors ces votes blancs, et ben, on tire et ces 50 sièges, on les remplit avec des citoyens tirés au sort. Donc, par exemple, voilà, c'est cette prise en compte aussi du vote blanc lors des élections. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont proposées aujourd'hui. Très bien. Merci. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième séquence. Donc, je vais redonner la parole à Yannick. N'hésitez pas à faire remonter les questions. Il est difficile de tout prendre en considération. Vous réagissez beaucoup. J'en profite juste pour préciser que toutes ces questions-là, le chat est enregistré, donc on pourra s'en faire l'écho dans la synthèse, dans des prolongations possibles. Juste une minute, parce que après on change de registre, on change de... Je crois qu'il faut quand même un peu nous donner un tout petit peu la parole, même une seconde. Je m'excuse, c'est ce que nous faisons vraiment, et en fait vous êtes 80 inscrits, et si chacun veut se prendre une minute pour le micro, je suis désolé de cette modération, mais ce sont les règles partagées. Merci. Oui, je voudrais donner la parole à Julien Defay maintenant. On sent bien à travers ces premiers échanges que il y a un problème de distance, il y a un problème d'accessibilité à la décision. C'est-à-dire si la décision est élaborée dans un jargon qui est inaccessible, s'il y a une distance de code, de comportement, de langage entre les élites qui réfléchissent, qui décident, et puis le citoyen qui est l'usager du service public et qui est aussi l'électeur, c'est un des facteurs de difficulté du dialogue. Un des participants dans le chat critique, par exemple, l'élite associative qui occupe les halles civiques. C'est le cas de la 27e région et de la Fonda. Donc, est-ce que nous sommes, nous aussi, en tant qu'experts, victimes de cette prise de distance par rapport aux citoyens? Julien, la question que je vous pose, c'est votre job à vous, c'est de faire du design à la 27e région. Est-ce que le design, parce que c'est un truc sophistiqué, le design, ça fait penser à des meubles de luxe, à des choses de grande qualité, à des choses très raffinées. Est-ce que le design, ça rapproche la décision du citoyen, ou est-ce qu'au contraire, ça en l'éloigne? Bonne question. C'est une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que fait le design dans l'action publique. En fait, en effet, l'origine du design vient de l'industrie et de la création de meubles. Aujourd'hui, le design s'est développé largement et s'applique à énormément de domaines très diversifiés. En fait, il faut retenir l'acceptation latine du mot design, qui est le dessin, la projection, et le dessin, le fait de dessiner. Et donc c'est plus une pratique pragmatique de conception centrée sur les usages que l'on peut appliquer à plein de domaines différents. Et nous, ce que l'on fait dans la 27e région, et plus largement dans
toute la communauté professionnelle de ce qu'on appelle le design des politiques publiques, c'est d'accompagner des collectivités territoriales et des ministères aussi de temps en temps à l'amélioration, à la conception de services publics ou alors même à l'organisation des politiques publiques. Et donc l'atout principal du design est de passer rapidement de concept à des formalisations tangibles. Et faut aussi savoir que ce qu'on appelle le design des politiques publiques n'est pas auto-centré sur le design, c'est une pratique déjà qui est à la frontière entre la conception créative, donc le design, les sciences sociales, les sciences politiques et l'art. Et donc ce sont tous ces savoir-faire qui se combinent. Et en fait, donc une des démarches principales, c'est de s'intéresser aux usages des politiques publiques, comment sont utilisés les services publics par les citoyens, comment sont-ils créés, animés, gérés par l'acteur public, comment améliorer les usages et les rendre plus désirables. Voilà, ça c'est des questions qui nous animent. Et du coup, pour travailler sur les usages, nous, on a besoin de les observer, de travailler avec les usagers. Quand on parle d'usagers, c'est autant les citoyens qui utilisent les services publics que les agents ou les élus qui font vivre le service public. Et donc on a besoin d'aller sur le terrain en fait. On a besoin d'aller en immersion. Et donc dans la très grande majorité des cas de design de politique publique, on met en place des méthodes d'immersion qui peuvent aller de 1 jour à plusieurs semaines où on va travailler avec les usagers. Et donc, ces phases d'immersion peuvent prendre plusieurs formes. C'est des phases d'enquête pour comprendre le contexte. Donc là, c'est très inspiré des sciences sociales. On travaille souvent avec des sociologues, des anthropologues. Il y a des moments où on travaille avec les agents ou les citoyens pour faire un état des lieux de la situation, pour formuler des nouvelles idées, pour améliorer les choses. Et il y a aussi des phases d'expérimentation, donc de concrétisation très tangible des idées qu'on a eues. Et on le fait aussi avec les gens qui sont sur place, on expérimente sur place. Et donc ces phases d'immersion qui sont incontournables impliquent de facto une grande proximité avec les usagers, qui à plusieurs égards peuvent être perçus comme démocratique en fait. Et du coup, on implique comme ça les citoyens et les agents dans la construction des politiques publiques et on crée souvent localement un enthousiasme assez fort. Et donc, je vous donne 2 exemples très rapidement. Un exemple qui s'est passé en Bretagne, un travail qu'on a fait avec la SNCF Bretagne et le TER Bretagne et la région Bretagne autour de comment réinventer un peu les gares périurbaines autour de Rennes. Et du coup, on a travaillé en immersion pendant plusieurs semaines. Et en fait, au final, donc on a fait des phases d'observation, d'enquête, et ainsi de suite, tout ce que je vous disais avant. Au final, en fait, on a proposé à la SNCF de penser leur planification des gares totalement autrement. En fait, la SNCF a une démarche très technique. Il y a des gares avec un bâtiment, des gares avec un bâtiment et un agent, des gares avec juste une halte. En fait, suivant le bâti, en fait, les gares doivent s'arrêter ou se développer. Nous, en fait, on s'est aperçu en observant le réel que certaines petites gares vivaient énormément et qu'en fait, il fallait intégrer la gare dans son tissu territorial. Et du coup, on apporte une vision de la gare beaucoup plus territorialisée qui implique la participation des associations, des acteurs économiques du territoire dans la gare. En fait, en gros, la gare devient une plateforme de mobilité et devient une sorte de tiers-lieu de dynamique locale en fait. Bon, voilà, je le fais très vite. C'est super, voilà, c'est beaucoup plus fin que ça, mais en tout cas, ça a permis de proposer à la SNCF, à la région de Bretagne, une vision non plus technicienne, mais beaucoup plus centrée sur une compréhension assez fine du territoire. Un autre exemple rapide, on a travaillé avec la métropole de Mulhouse, notamment avec un groupe d'agents, une vingtaine pendant plusieurs mois. Et un des sujets qu'on traitait, c'était les incivilités dans l'espace public. Et en fait, on a permis de dénouer un nœud qui était assez fort. En gros, les incivilités publiques étaient réprimées à coup d'amende. Et en fait, on leur a dit on va essayer d'approcher les choses autrement. Donc, on a regardé comment était vécu l'espace public, comment les fumeurs. Et du coup, on a travaillé sur le sujet
des jets de mégots dans l'espace public, qui paraît tout bête, mais qui est un vrai sujet de politique publique, notamment pour les services de la voirie. Et du coup, on a travaillé avec les services de la voirie, avec d'autres agents, autour de comment les fumeurs se comportent dans l'espace public, où sont leurs habitudes, où est-ce qu'ils jettent leurs mégots, et ainsi de suite. Et du coup, on a bossé avec les agents sur le dessin et la maquette d'un nouveau type de mégotier, des mégotiers qui incitent davantage les gens à jeter leurs cigarettes, donc des mégotiers qui sont souvent ludiques d'ailleurs, et sous forme de jeu en fait, ou sous forme de vote, les gens posent leurs mégots dans les mégotiers. Et du coup, l'intérêt de la démarche, c'est qu'on l'a fait en vrai, on a fait des mégotiers en carton très rapidement et on les a mis sur place. Et on a vu comment ça se comportait. Et de fil en aiguille, on a amélioré les maquettes. Et aujourd'hui, la Mulhouse a développé un prototype industriel inspiré de toutes ces démarches. Voilà. Je vous redonne la parole. Merci. Charlotte Kosla, la 27e région s'est livrée à des expéditions dans différents pays d'Europe pour aller s'inspirer d'expériences qui ont pu être développées à l'étranger. Est-ce que vous avez des exemples justement dans des villes européennes de façons de faire qui ont pu créer ou recréer de la confiance entre les élus et les citoyens ? Alors, je ne vois pas Charlotte. Alors, je sais que Charlotte Kosla a eu des problèmes de connexion tout à l'heure. Normalement, elle avait réussi à bien se connecter. Je profite de ce blanc pour juste un petit calage technique. C'est Charlotte Debray, là, cette fois, qui prend la parole. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont peut-être pas compris comment éteindre la caméra, comment désactiver sa caméra pour éviter de prendre de la bande passante. Je pense en particulier à Jacques, dont on voit le front. Jacques, quand tu balayes la souris, il y a une petite barre en bas, horizontale, avec un pictogramme caméra. Si tu cliques dessus, ça va la désactiver. Je pense aussi à Danelia, qui a activé sa caméra, qui nous montre un joli mur blanc. Donc voilà, si vous voulez bien, pendant que Charlotte Kosla essaye de nous rattraper, coupez vos caméras donc, en appuyant sur le petit pictogramme, activer ou désactiver la caméra qui est dans la petite barre latérale, horizontale. Jacques, tu vois, tu trouves ? À côté du micro. Vous m'entendez ? Voilà. Alors. Oui, on vous entend, Charlotte. Charlotte, est-ce que vous avez entendu ma question ? Allô ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? On vous entend là, oui. Oui, désolée, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas très bien aujourd'hui. Donc oui, à propos de ces voyages apprenants, donc sur la question de la co-construction des politiques publiques à la 27e région, c'est une question qu'on se pose un peu tout le temps. Et depuis quelques années, on explore une piste de réflexion autour des communs. Donc, comme nous... Charlotte, on ne vous entend plus. Ça a été théorisé par Elinor Ostrom. Un commun, c'est donc une ressource qui est gérée par une communauté qui se fixe des règles d'usage ensemble afin d'en assurer son maintien. Donc c'est un terme, donc ça c'était dans les années 70 sur la théorie un peu stricte économique des communs. Et récemment, le terme a fait surface et a trouvé de nouvelles applications sur le territoire. Je pense par exemple à Naples, où une entreprise coopérative s'occupe de la gestion de l'eau. Elle s'appelle Aqua Bene Comuni, pour ceux qui s'intéressent. Et en fait, on part du principe que l'eau est considérée comme un bien commun. Donc ça, c'est un exemple assez direct de cette manifestation des communs sur le territoire, mais le concept, il peut aussi être étendu plus largement
à la gestion de la vie publique et politique sur les territoires, et on s'intéresse alors surtout à des mécanismes de gouvernance qui sont inventés pour permettre une réelle co-construction. Alors Charlotte, je ne sais pas si vous m'entendez, malheureusement on ne vous entend plus. Les acteurs de la société civile pour aller explorer la manière dont ces communs se manifestent et transforment l'action publique localement. On se rend compte que c'est très contextuel finalement la manière dont ça se met en application, mais c'est toujours très inspirant et on repart avec des idées de localement en France. Pour vous donner je pense à la ville de Bologne, par exemple, qui a mis en place des pactes de collaboration suite à l'adoption en 2014 d'un règlement pour l'administration des biens communs en Italie, qui permet donc de ces fameux pactes de collaboration avec les citoyens. Alors ça peut paraître un peu nébuleux, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Alors en fait, ça part de l'idée que, comme on a pu un peu le comprendre au fil des échanges qu'on a déjà eus ce matin, qu'en fait on cherche vraiment à aller au-delà de la participation, de la simple démocratie participative, pour créer une vraie collaboration entre l'acteur public et le citoyen. Donc l'idée c'est de construire les bases d'une co-administration de ces biens communs de territoire. Alors sur ces pactes à Bologne, en fait ce sont des propositions d'initiatives qui sont mises en ligne par des groupes de citoyens, qui sont examinées ensuite par une équipe municipale, et un accord tacite est donné au bout de 15 jours. Donc pour vous donner un exemple de pacte qu'on a pu observer lors de ce voyage-là, en fait, il y en a un, par exemple, qui a été monté par un petit groupe de citoyens pour l'utilisation d'une cour et d'un jardin qui étaient inoccupés depuis plusieurs années par une association caritative qui veut faire du lien avec le voisinage. En fait, l'idée, c'est de créer vraiment un changement de posture de l'acteur public et de permettre beaucoup plus facilement aux citoyens de s'impliquer et de co-construire des dispositifs sur le territoire de manière beaucoup plus simple. Donc on peut voir que ça passe quand même par des leviers juridiques importants, et ça nous pose question ensuite, nous aussi, pour la suite, d'explorer cette question du levier juridique pour activer ces communs sur le territoire et permettre une vraie co-construction. Voilà, je vous rends la parole. Merci. Je me tourne à nouveau vers Julien. Depuis Julien Perdrija, depuis tout à l'heure, on a beaucoup insisté sur la proximité entre le décideur et le citoyen. On a pris l'exemple de Los Angeles précisément parce que c'est l'échelle communale, c'est la présence personnelle du maire auprès des habitants qui permet d'établir le contact. Et pendant la crise du Covid-19 et du confinement, on a bien vu que l'engagement personnel des élus au niveau local permettait de répondre de résoudre des problèmes, de répondre à des besoins de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus pragmatique que ne le permet l'organisation administrative. Mais la démocratie, c'est pas seulement le local. Et donc ma question, c'est est-ce que à partir de la multiplicité des initiatives locales, à partir de la multiplicité des innovations, on peut réfléchir à un changement d'échelle de ces formes nouvelles de démocratie? Quel genre de démarche est-ce qu'on peut imaginer? De quel levier dispose-t-on pour permettre ce changement d'échelle? Vaste question, merci. On est parti de cette interrogation-là à Los Angeles à force d'avoir énormément de visites, de délégations multi-échelles, tous spécialistes confondus, du président de la République, en passant par le commissaire général au développement durable, les différents ministères, l'Agence nationale de cohésion des territoires, des universités à l'autre bout du monde, enfin, ça n'arrêtait pas. Et la question à chaque fois, c'est mais comment on peut reproduire, généraliser
Et en fait, Los Angeles, c'est une spécificité. C'est un écosystème local avec une histoire locale, des ressources locales, et on ne peut pas copier-coller. Donc, il faut sortir de la logique de l'essaimage ou de la généralisation sous forme industrielle. On aurait une bonne pratique à un endroit, et si on comprenait, si on documentait bien cette bonne pratique, on serait en mesure de la dupliquer un peu partout. En fait, on a essayé de prendre le contre-pied de cette logique et d'aller mettre les mains dans le capot, c'est-à-dire d'aller chercher en gros les principes directeurs qui sous-tendaient cette capacité à produire de la bonne pratique. Quels sont les éléments de posture, quels sont les éléments d'organisation, quels sont les éléments presque éthiques et philosophiques qui conditionnent la capacité d'un écosystème local à devenir pilote de ces questions de développement durable et de transition démocratique. Et donc, on a rassemblé 4 villes qui nous paraissaient être pionnières en la matière. La ville de Maloney, la ville de Grande-Sainte et la ville du Menay, avec Los Angeles, qui représente à L4 plusieurs décennies cumulées d'innovation au plan territorial. Et on a cherché à regarder quels étaient ces principes directeurs communs. On en a repéré 4. D'abord, c'est la question de l'engagement dans une forme qui porte attention à la capacité de s'engager, c'est-à-dire une forme qui n'est pas un militantisme au détriment de sa personne, qui est une forme d'engagement sur le long terme, donc des mécanismes qui facilitent et qui reconnaissent cet engagement. Ensuite, c'est la question de la coopération, c'est-à-dire le droit à l'erreur, le souci de prendre en charge les contraintes pour mettre les différents au travail. Et donc la coopération, non pas comme une valeur morale, une injonction à coopérer, mais finalement une méthodologie de mise en œuvre de l'action territoriale. Une troisième dimension, c'est la dimension systémique, c'est-à-dire l'attention qu'on porte aux externalités de son action. Parce qu'une politique publique génère souvent des externalités qu'il faut corriger avec une nouvelle politique publique derrière. Donc, comment on étend ce périmètre et comment on arrive à intégrer différents enjeux qui sont contradictoires. Si je développe, par exemple, une transition énergétique à un endroit, ça peut être vraiment contre-productif vis-à-vis de mon système alimentaire local. Bon. Donc, comment je gère ça? Et on gère ça en réalité par l'étendue du périmètre d'acteurs qu'on va mettre en situation de co-construire et de corriger ces erreurs. Et le quatrième élément, c'est la dimension d'évaluation de la valeur et de la richesse sociétale créée, sur laquelle on peut adosser de nouveaux modèles économiques territoriaux. Bon. Je les ai présentés ici succinctement. L'idée, c'est pas de jargonner, c'est simplement de dire que c'est nous les principes qu'on a repérés et qui nous paraissent être invariables. C'est-à-dire dans tous les écosystèmes d'acteurs territoriaux qui vont se poser la question d'une transition réussie, on va retrouver ces 4 principes qui, vous voyez, ne sont pas 4 séries de réponses, c'est comme ça qu'il faut faire, mais qui sont 4 soucis à prendre en charge collectivement. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté cette dynamique autour de la fabrique des transitions, c'est-à-dire de faciliter finalement un espace de coopération entre d'abord toute une série d'acteurs qui partagent une responsabilité territoriale. C'est les collectivités, des entreprises, la société civile, ce sont des réseaux de chercheurs, ce sont des agences d'ingénierie locale, mais ce sont aussi des acteurs de l'État qui ont une responsabilité territoriale, notamment de l'État déconcentré. Bon. Comment on arrive à faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs travaillent, coopèrent dans un espace partagé? Et pour y arriver, on pose un principe qui est, je pense, central à la fois dans l'expérience de l'OS et dans notre expérience, dans notre capacité demain à changer l'échelle, c'est le principe de réflexivité, c'est-à-dire le principe d'avoir une attention au retour d'expérience. Quand on parlait du changement de posture de l'élu, mais c'est très difficile pour l'élu de changer de posture parce qu'il y a des mécanismes bien ancrés, une culture de l'action publique. On ne change pas de posture comme ça. Mais si l'élu change de posture, derrière, ce sont les services qui doivent changer de posture, qui doivent se réorganiser. On parle des pactes de Bologne et donc des initiatives de citoyens qui sont proposées et qu'ensuite la mairie, l'action publique doit essayer de prendre en charge. Mais la mairie, elle a aussi des difficultés, un agenda, des contraintes, les services ne sont pas malléables complètement à 100%. Donc cette attention au travail que suppose ce changement de posture, il est absolument essentiel. Et donc
la capacité à comprendre ce que ça suppose comme déplacement professionnel, de prendre en charge ces déplacements, de créer des espaces de réflexivité, c'est mettre en place des organisations apprenantes. Et donc, c'est une façon de transformer le schéma, non plus de manière descendante, on repère des bonnes pratiques et on les généralise, mais une manière ascendante de repérer les actions qui sont intéressantes, d'en tirer les enseignements sur leurs principes directeurs, d'essayer de trouver ceux qui sont communs à d'autres enseignements de bonnes pratiques qui nous paraissent pertinentes par ailleurs, et ces principes directeurs, de créer les conditions d'une appropriation par les acteurs dans les territoires pour leur généralisation. Donc c'est ça qui sous-tend la philosophie de la fabrique des transitions, avec 1000 difficultés, mais voilà ce sur quoi on est engagé. Merci Julien. Bastien, la conversation est très très active là sur le côté de l'écran. La conversation, nous essayer de nous résumer un petit peu quelques problématiques. Alors on va essayer de monter quelques problématiques. Alors là, bon, on a beaucoup parlé effectivement d'initiatives locales. Je voulais quand même revenir un petit peu en arrière sur un sujet plus macro, mais néanmoins il y a beaucoup de remarques qui ont été faites à ce sujet, au moins 2, sur finalement la question de qui décide. Là, on a beaucoup mis l'accent sur l'implication des citoyens, sur le fait d'associer les citoyens à la prise de décision, mais est-ce que des racines de la défiance n'est pas aussi le fait que on a le sentiment parfois que les élus ne sont pas les réels décisionnaires. Alors, il y a deux entrées, deux remarques à ce propos. D'une part, il y a la question du poids de la technocratie ou de la technostructure, le fait parfois que les hauts fonctionnaires, alors je ne demande pas de critiquer les hauts fonctionnaires, mais le fait qu'il y ait comme aujourd'hui une forme de technostructure d'État qui va prendre des décisions et auxquelles les élus sont plus contraints de se conformer. Et il y a aussi la question du rôle des instances supranationales. Comment effectivement aujourd'hui tous les grands mécanismes internationaux justifient des décisions prises au niveau national et font que au final les élus sont eux-mêmes dépossédés de leur pouvoir de décision et donc indirectement les citoyens qui les ont élus. Est-ce que, alors là-dessus, je me tourne peut-être plus vers Sarah Gros, mais je pense que ça peut être intéressant d'entendre aussi les autres, mais peut-être Sarah en premier, même si c'est un vaste sujet. Oui, bah, c'est un vaste sujet. J'aurais envie de prendre moi un exemple pour illustrer ce que vous dites et pour dire que c'est en partie vrai. Avant de travailler en association, j'ai été collaboratrice parlementaire. J'ai travaillé pour une députée à l'Assemblée nationale et j'ai été très surprise de voir qu'en fait c'était une députée nouvelle élue en 2012. Et comme beaucoup de nouveaux députés élus, il n'y a par exemple aucune formation par l'Assemblée nationale qui vous explique comment faire votre travail de député, qui est un travail qui est très complexe. On vous demande quand même en fait d'écrire la loi, donc c'est difficile. De plus, les députés ont une enveloppe pour payer leurs collaborateurs parlementaires qui n'est pas très forte comparée à d'autres pays, notamment je crois l'Allemagne. Et donc, ils ne sont pas en possibilité forcément de s'entourer notamment de juristes. Et donc, ils s'appuient très fortement sur l'administration, sur les fonctionnaires de l'Assemblée qui font un très bon travail par ailleurs. C'est pas une question de critiquer leur travail, mais résultat, on ne donne pas forcément aux élus tous les outils pour être totalement finalement maîtres de leurs décisions et maîtres de ce qu'ils vont proposer derrière. Donc c'est une problématique très forte. C'est une question presque de formation, je crois, de nos élus et de leur permettre aussi de s'entourer de personnes qui, par exemple, notamment dans le cas des parlementaires qui écrivent le droit, de juristes qui peuvent les accompagner là-dessus. Merci. D'autres questions qui sont remontées peut-être aussi en lien avec ça, qui fait écho en tout cas à ce que vous venez de dire, c'est la question de la formation des élus. Parce que, alors on en a beaucoup parlé hier aussi, ça fait un lien intéressant avec ce qu'on a pu dire hier, et c'est la question de comment est-ce qu'on fait évoluer le rôle des élus vers un rôle peut-être plus d'animation. Est-ce que, alors je pense que là-dessus, Julien, vous avez des retours d'expérience qui peuvent être intéressants. Peut-être en premier, je voudrais quand même interroger aussi la 27e région, alors Julien ou Charlotte, parce que vous êtes, vous, en lien direct avec des élus, et comment est-ce que vous ressentez que les élus, comment est-ce que vous ressentez les réactions des élus par rapport à ce que vous pouvez proposer? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un besoin de les faire évoluer culturellement et d'avoir une dimension de formation des élus pour qu'ils rentrent plus dans cette dynamique-là, que les dynamiques que vous pouvez proposer? Ouais, je veux bien répondre.
Nous, on travaille principalement avec l'administration et on a parfois du mal à rentrer en relation avec les élus. Des fois, les deux mondes travaillent de pair et des fois, c'est pas le cas. Et c'est vrai qu'on a quelques difficultés à embarquer les élus parce que pour des raisons aussi de timing, en fait, ils ont peu de temps, ils sont sursollicités. Comme vous l'expliquez, ils débarquent, quand ils sont un nouvel élu, ils débarquent, il faut qu'ils apprennent tout de suite, très vite, sans formation préalable. Donc ils ne sont pas disponibles pour passer du temps à faire des expérimentations telles qu'on les fait nous. Donc voilà, ça c'est vrai qu'en fait on a du mal à embarquer dans nos démarches expérimentales les élus. Et du coup, c'est pour la raison pour laquelle on entame là tout de suite, dans les semaines qui arrivent, un programme de formation des élus qui va traiter ce sujet-là, de comment on forme différemment les élus pour qu'ils soient en effet plus en position d'animateur, pour qu'ils développent des méthodologies, des outils pour aller travailler et non plus juste consulter citoyens. Donc, comment ils travaillent vraiment avec les acteurs du territoire. Voilà. Donc moi je suis d'accord avec vous, en fait. Souvent les élus, on a du mal à les embarquer dans nos projets, quoi. Et qu'il y a un vrai besoin de changer la culture de l'élu. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'attention dans notre manière de travailler, de parler des élus, ce serait intéressant de faire une sorte de sociologie rapide des élus. C'est que les élus locaux et les élus régionaux et les élus de l'État, ce ne sont pas du tout les mêmes et ils n'ont pas du tout la même posture, en fait. Plus on est dans le local, comme vous l'avez dit, plus les élus sont relativement proches des citoyens et du coup sont beaucoup plus à l'aise à discuter avec nous et à s'embarquer avec nous dans nos expérimentations. Alors, Julien, pareil sur cette question de formation des élus. Alors, vous avez des élus, enfin pour le coup à Los Angeles, on a un exemple d'élus à l'écoute de cette évolution du rôle de l'élu local. Mais est-ce que vous avez un regard sur l'intérêt, la nécessité de proposer des formations à destination des élus pour qu'ils soient plus dans ces postures-là? Peut-être deux registres de réponse. Le premier sur comment on fait apparaître des élus en capacité de gérer la complexité dans laquelle on est engagé. Ça doit se faire sur le temps long. Un jour, on m'a posé la question de mais comment Jean-François Caron est-il devenu l'élu qu'il est devenu? Certes, il a des qualités intrinsèques qui sont les siennes, une histoire personnelle, etc. Et c'est un peu comme poser la question de comment Mandela est devenu Mandela. Il n'était pas Nelson Mandela avant de trouver un écosystème d'acteurs qui en a fait le leader qu'il est devenu. Il avait des qualités propres, mais il fallait que ces qualités puissent s'exprimer. Donc, premier enjeu, mettre en place partout, à tout niveau, des espaces d'expression, et des espaces d'expression qui ne soient pas nécessairement de l'expression intellectuelle, de l'expression au sens artistique du terme. C'est un premier pas vers la formation d'élus en capacité de gérer la complexité, qu'ils deviennent élus ou pas d'ailleurs. C'est de l'éducation populaire. On parle des pactes de Bologne. Nous, on met en place ce qu'on appelle des 50-50. Ça fait 25 ans. Le 50-50, c'est un droit de reconnaissance aux citoyens de prendre l'initiative qu'ils ont envie de prendre. Ils veulent mettre en place une démarche pour repeindre un vestiaire, améliorer un bout de rue, aménager un espace public ou bien refaire des chemins ruraux. Eh bien, on apporte le matériel en tant que mairie et dans un principe de co-responsabilité, on coproduit l'ouvrage. Bon. Ça, c'est un deuxième niveau de formation, non pas seulement des élus, mais d'éducation populaire, c'est-à-dire de mettre la main à la pâte et de changer de posture pour passer d'une posture de consommation de l'action publique à une posture de responsabilité, de coproduction de cette action publique. Et donc de prendre aussi, du point de vue des citoyens, ce qu'est la charge des élus et ce que sont les difficultés ou les leviers des services. On ne peut pas avoir des citoyens rois qui décident au-dessus des élus ou au-dessus des services, comme on ne peut pas avoir des élus rois qui décident au-dessus des services. Ils doivent se mettre aussi au service des services. Bon, donc cette dimension servicielle du changement de posture, elle est absolument centrale. Ensuite, le deuxième niveau de formation, une fois qu'on a des élus en place, effectivement, c'est très compliqué de les embarquer sur des formations
aussi bien pensée soit-elle, parce que c'est toujours vu comme quelque chose en plus, alors que l'engagement de l'élu est déjà quelque chose en plus dans une vie. La plupart des élus ont un métier à côté, ont une famille, donc c'est très compliqué d'arriver à dégager ce temps supplémentaire, et c'est pas parce qu'on manque de crédits. Les crédits justement ne sont pas consommés à cet endroit-là. En réalité, nous, la façon dont on a fonctionné, c'est qu'on n'a pas fait de formation qu'on appelle formation. On met en place des espaces de réflexivité, c'est-à-dire que les élus ont à charge de porter un projet, quel qu'il soit, sur la culture, sur les travaux publics, sur le plan énergétique, sur une salle de sport, que sais-je. Et on va créer une solidarité élu-technicien, faire en sorte que ce binôme élu-technicien se retrouve dans un espace entre pairs, et qu'entre pairs, ils puissent révéler, d'abord pour eux-mêmes, mais pour les autres aussi, toutes les difficultés que sont la mise en place d'actions publiques participatives. Parce que dans ces espaces-là, c'est pas ce qu'on entend ici, c'est pas « oh, comme c'est génial, la participation citoyenne, comme c'est magnifique ». Non, ce qu'on entend, c'est « mais qu'est-ce que c'est pénible, qu'est-ce que c'est difficile, on en prend plein la figure, les gens n'arrêtent pas de vider leur sac, ils veulent tout et n'importe quoi ». C'est ça qu'on entend. Mais ça, il faut que ça puisse être exprimé aussi, pour ensuite être en capacité de le dépasser et de trouver dans ce groupe de pairs les ressources qui vont nous permettre ensuite, en tant qu'élus et techniciens, de gérer la situation sur le terrain. Et ça, c'est la meilleure forme apprenante sur le terrain. Ça suppose quand même un peu de technicité, ça suppose des tiers intermédiaires, c'est-à-dire des fonctions soit qu'on retrouve en interne de l'organisation de travail, soit qu'on fait venir avec des experts, des scientifiques qui nous aident à structurer ces espaces de retour d'expérience. Voilà. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour monter en compétences collectives sur ces questions de coproduction de la citoyenneté. Alors, du coup, là, vous mentionnez également le rôle du citoyen sur ces questions-là. Il y a beaucoup de remarques qui sont remontées dans le chat avec des exemples. D'ailleurs, je remercie les personnes sur la question aussi de la formation des citoyens. La question de la formation des citoyens, alors qu'il se fait sur deux volets. Il y a la question de l'éducation même au fonctionnement des institutions. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait fonctionner la compréhension du fonctionnement de nos institutions. Alors en sous-titre, j'aurais presque envie de dire autrement que par nos cours d'instruction civique, et comment aussi, est-ce qu'il y a aussi des remarques qui sont montées, comment est-ce qu'on travaille l'apprentissage de la prise de parole, comment est-ce qu'on traite l'apprentissage de la vie démocratique, et donc tous ces éléments-là sont importants. Donc il y a à la fois dans l'enjeu de l'éducation du citoyen, à la fois la compréhension de nos institutions, mais aussi, je dirais, la capacitation de chacun à pouvoir en être acteur à part entière. Sarah, peut-être vous avez des éléments à partager sur ce point ? Oui, bien sûr. Donc la question de la formation des citoyens est une question essentielle. J'ai vu parler dans le chat des gens qui demandent combien de cours d'éducation civique aujourd'hui. Je pense que la question, elle est d'autant plus importante aujourd'hui de l'éducation des citoyens et d'apprendre aussi à accéder et à traiter l'information dans un monde où finalement l'accès à l'information a été complètement démultiplié par Internet, par les réseaux sociaux, etc. Et donc, apprendre, et d'ailleurs c'est une vraie question aujourd'hui pour l'éducation nationale, apprendre aux jeunes citoyens à traiter bien l'information, le former, à essayer de décrypter d'où vient l'information, à essayer de décrypter ce qu'on appelle les fake news est essentiel. Et la deuxième chose, donc là c'est vraiment plutôt sur aller rechercher le traitement de l'information, mais après, comme vous dites, et c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment sur les questions de participation citoyenne, former les gens à prendre la parole, à s'exprimer, à expliquer ce qu'ils pensent, c'est un enjeu absolument essentiel et c'est très compliqué encore aujourd'hui à mettre en œuvre. Très bien. Merci. Alors, il y a eu pas mal de questions aussi qui sont remontées sur la question déjà sur le fait de dire qu'il ne fallait pas limiter beaucoup de questions qui sont revenues sur est-ce qu'on a des retours d'expériences participatives qui ont fonctionné, quelle visibilité on a de ces instances. Mais ça, je pense que ça nous fait rentrer dans notre dernier temps. Donc, je vais peut-être redonner la parole à Yannick pour un dernier tour de parole des intervenants. Il y aura encore un troisième round de questions ensuite. Oui, il faut qu'on aille vers la conclusion parce qu'on arrive vers la dernière demi-heure de notre conférence. On a encore 20 minutes devant nous. On a encore 15-20 minutes devant nous.
tranquillement. On a encore 15-20 minutes devant nous. On a beaucoup évoqué le travail des élus, on a évoqué le changement d'échelle. Est-ce qu'on pourrait dire un mot, parce qu'on a parlé de démocratie contributive au début de cette conférence, est-ce qu'on pourrait évoquer des exemples concrets d'élaboration de services? On a évoqué la participation, le débat, la concertation, la compétence des uns et des autres. Julien a beaucoup insisté sur la nécessité d'écoute entre la vision politique de l'élu, la contrainte opérationnelle du service technique, etc. Est-ce que les uns et les autres, vous pourriez évoquer un exemple concret où la capacité d'agir des citoyens, leur capacité d'initiative, de réaliser, de faire, a été mise en œuvre dans une expérience de démocratie locale? Je ne sais pas si je suis forcément la mieux placée pour répondre à la question, parce que nous, en tant que think tank, on a plutôt une vision très globale des choses, mais moi, je peux donner un exemple, en tout cas assez concret au niveau local, que je connais un peu et que j'ai étudié. Après, je pense qu'il y aura des exemples aussi à Los Angeles intéressants. C'est sur la ville de Kingersheim, donc qui est une ville en Alsace, dont l'ancien maire, parce qu'il s'est pas représenté, Joseph Spiegel, a eu à cœur depuis des années de mettre en place un véritable système démocratique de codécision avec les citoyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, ils ont une manière de faire qui dit que chaque décision structurante pour la ville doit être mise en débat et doit être discutée. Et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle décision importante à prendre, on va constituer en fait un conseil participatif qui va être composé à la fois de citoyens volontaires tirés au sort, des élus, d'experts et puis des représentants du monde associatif, syndicats, entreprises, etc. Et ce conseil participatif va étudier la décision, va étudier tous ces différents aspects et à la fin va rendre un avis qui va être pris en considération par le conseil municipal qui tranche à la fin. Donc c'est toujours le conseil municipal, on va dire, qui décide à la fin et qui tranche, mais avec un avis expliqué et motivé sur comment les propositions du conseil participatif ont été prises en compte, comment est-ce que tout cela s'incarne en fait et a permis de faire évoluer la décision finale. Et donc ça a été mis en place, je crois que ça fait une quinzaine d'années quasiment en fait que ce système est mis en place. Et donc je pense aussi, et ça revient sur la question de la formation des citoyens, ces choses-là prennent aussi du temps. Et donc je pense que c'est intéressant de voir dans une ville comme celle-ci comment cette culture aussi s'est diffusée et a infusé de plus en plus au sein de l'ensemble de la population. Alors peut-être... Oui, pardon. Julien et Charlotte, oui, vous n'avez pas pour répondre à cette question sur des exemples. Disons qu'on a beaucoup d'exemples. Ouais, on a beaucoup d'exemples de services publics qui ont embarqué à un moment donné des citoyens dans leur conception de services publics. On ne vous entend plus. Pas de chance avec la connexion aujourd'hui. Julien, on vous entend plus. Alors, peut-être, pardon, le temps que la connexion de Julien revienne. Une autre question à destination de Sarah qui remonte aussi, enfin qui revient beaucoup, qui renvoie quand même à beaucoup de choses qui ont été posées dans le chat sur le champ des exemples un petit peu d'expériences réussies au niveau de démocratie participative à l'échelle nationale et locale. Vous avez commencé à parler de Kingersheim. Mais globalement, est-ce qu'on peut voilà, mentionner un petit peu d'autres exemples, alors à différentes échelles, sur des solutions qui ont été impulsées pour associer davantage les citoyens à la prise de décision? Oui, bien sûr. Alors donc là, oui, c'est vrai que j'ai été sur l'échelle locale.
Je ne m'arrêterai pas trop sur les échelles, mais qui sont aussi importantes, européennes et internationales, parce que je connais moins bien les exemples, mais je pense qu'il y a un vrai défi pour l'Union européenne de s'ouvrir aux citoyens, de devenir plus lisible pour les citoyens, et qu'il y a un enjeu de participation à cette échelle-là aussi. Peut-être pour revenir sur des exemples à l'échelle nationale, au cœur de l'actualité, il y a la Convention citoyenne pour le climat qui rend ses propositions et qui vote sur ses propositions ce week-end. Donc là, on était sur 150 citoyens tirés au sort pour avoir un panel représentatif de la société française qui se sont réunis 5 ou 6 week-ends d'affilée. Ces personnes, elles ont été justement formées par un certain nombre d'experts qui avaient des avis parfois contradictoires pour pouvoir s'accaparer les problématiques, pouvoir comprendre les problématiques. Leur but, c'est de proposer des mesures pour réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Après, c'est un objet très intéressant, cette Convention citoyenne pour le climat, qu'on n'avait jamais vu avant en France. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces propositions, puisqu'il y a eu une promesse de les reprendre soit par un référendum, soit proposer un projet de loi qui sera ensuite étudié par le Parlement. Si on veut que ça marche et qu'on veut que les citoyens aient confiance en ces instances, il ne faut pas qu'on se rende compte que dans 1, 2 ou 3 ans, finalement, toutes ces propositions ont tout simplement été mises à la poubelle. Donc ça, ce sera intéressant d'observer ce qui va se passer. Et puis, peut-être, si je peux donner un autre exemple que je trouve très intéressant, c'est un parlement qui a été mis en place dans les cantons de l'Est de la Belgique, les cantons germanophones. En fait, à côté du parlement élu, est en train d'être mis en place, c'est tout nouveau, un conseil citoyen tiré au sort, avec une rotation des membres aussi. Donc très régulièrement, les membres de ce conseil citoyen tiré au sort vont bouger. Et en fait, un des pouvoirs très intéressants de ce conseil citoyen, ça devait être de pouvoir mettre à l'agenda des problématiques. Et ça, c'est une question très importante, parce que souvent, en démocratie participative, c'est quand même le décideur, le maître d'ouvrage, qui fait les règles du jeu, qui fait l'agenda, qui met les sujets en place, et le citoyen répond et utilise ce cadre pour participer. Là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire remonter des questions à l'agenda. Et enfin, peut-être qu'on peut dire un mot sur ces dispositifs disponibles aujourd'hui pour faire participer les citoyens. Il y a le référendum d'initiative partagée. Donc, on a vu ses limites avec celui lancé pour la privatisation d'ADP. Donc, il est organisé à l'initiative d'1/5 des membres du Parlement. Donc, là encore, c'est le Parlement qui garde le pouvoir de mettre à l'agenda. Il doit être soutenu par 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales, ce qui paraît un chiffre parfaitement inatteignable aujourd'hui. Et face à ce référendum d'initiative partagée, il y a le RIC, dont on a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne, qui là est très différent, puisque, encore une fois, c'est les citoyens qui pourraient mettre à l'agenda une question et qui pourraient proposer un référendum à soumettre à la population. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient être mises en place. Merci. Julien, je crois que votre connexion est revenue. Est-ce que je vous laisse reprendre le fil de ce que vous souhaitiez dire tout à l'heure, peut-être? Alors là, vous avez votre micro qui est coupé, mais il faut que vous rebranchiez votre micro. Pardon. Oui, je disais que j'ai été complètement déconnecté tout à l'heure. J'en suis désolé. Non, ce que je disais, c'était que on a beaucoup d'expériences qui impliquent des citoyens dans la conception de nouveaux services ou de l'amélioration de services existants. Je pense par exemple, parmi beaucoup d'autres, un projet de médiathèque en zone rurale en Auvergne, où on s'est, en fait, pour re-questionner le programme architectural, on s'est appuyé sur le réseau local de prêt de livres réalisé par les citoyens pour réinterroger le cahier des charges existant. Et donc, on a complètement fait évoluer le cahier des charges grâce aux dynamiques territoriales. Mais par contre, on n'a pas expérimenté, on n'a pas testé des formes institutionnelles de démocratie. Donc, c'est un peu de la démocratie par l'action, on va dire, qu'on met en place. Et je vois qu'il y a plein d'exemples qui sont cités, notamment dans la conversation écrite,
On pourrait aussi rajouter la démarche créée par Bruno Latour juste avant la COP21, qui était vraiment très intéressante, qui s'appelait le théâtre des négociations. Le théâtre des négociations qui proposait de nouvelles formes de discussion de la COP21, partant du principe que le problème était aussi dans la manière dont les négociations se faisaient, dans la méthodologie de négociation. Et du coup, ils ont mis en scène au théâtre de Nanterre d'autres formes de négociation qui donnaient la parole aux arbres, aux océans. Voilà. Donc c'était aussi très, très inspirant. Alors, voilà, Julien, vous veniez de mentionner, je vais vous donner la parole ensuite, Julien. Vous mentionnez les quelques exemples. Il y a effectivement beaucoup d'exemples qui remontent dans le chat. Juste pour en citer quelques-uns, il y a par exemple une feuille de route climat qui a été établie dans le 10e, ce qui est d'ailleurs une manière de répondre à une question qui a été soulevée. On a donné beaucoup d'exemples locaux, mais comment est-ce qu'on associe sur des enjeux plus globaux. Donc, on a vu l'exemple de la Convention pour le climat, et donc aussi c'est cet exemple qui est proposé sur la feuille de route climat dans le 10e. Un autre exemple qui a été mentionné, c'est dans la Creuse, avec beaucoup d'espaces interacteurs qui se créent pour impulser des initiatives, mais avec le constat quand même de la part de la personne qui le mentionnait que c'est aussi souvent lié à un recul des services publics, et donc les citoyens prennent ça en charge sur des questions de logement, d'emploi, vie scolaire. Et il y a également l'exemple de Saillant qui est remonté, avec des avis contrastés. Alors je ne connais pas les résultats aux dernières municipales pour Saillant, mais donc il y a quelques avis contrastés sur cet exemple quand même qui a été souvent présenté comme étant un modèle en termes de démocratie participative. Julien, je crois que vous vouliez partager des exemples, et peut-être que vous souhaitez aussi réagir sur ceux que je viens de signaler. Merci. Du coup, je vais moins donner d'exemples puisque beaucoup ont été cités. Je vais reprendre la question d'Yannick qui était orientée, je pense, vers la façon dont ça avait pu permettre de structurer un service. C'est-à-dire finalement quelque chose, j'ai entendu la question comme ça, qui se pérennise davantage au-delà de l'initiative spontanée, de l'exemple concret one shot, de la façon dont ça peut ancrer durablement dans le territoire une autre forme de service public ou public-privé, pourrait-on dire. Donc moi, j'ai un exemple en tête autour d'une maison d'assistante maternelle. Je vous ai mis dans le chat un petit temps de retour d'expérience où on donne la parole à Audrey, la directrice de la maison d'assistante maternelle, qui a passé de longs mois à faire le pied de grue de la mairie et à se confronter, à se frotter aux enjeux de la bureaucratie que nous représentons en tant que service public de la mairie, et il ne faut pas se leurrer, c'est compliqué, il y a des règles à respecter, il y a toute une série d'enjeux difficiles, mais finalement cette histoire de coproduction avec Audrey, on a d'abord mis la maison en location à une somme vraiment modique et symbolique, mais pour lui permettre d'enclencher son activité, on a facilité ses démarches administratives autant qu'on le pouvait, mais dans un millefeuille administratif où la mairie n'a pas toujours la main, où c'est parfois la communauté d'agglo qui instruit les permis de construire, où il y a des règles de sécurité qui sont validées par d'autres instances que les pouvoirs publics. Bon, voilà. Finalement, comment dans cette complexité, on a réussi à sortir une maison d'assistante maternelle, et aujourd'hui, qui fait partie d'un service privé, cette fois-ci, mais qui a été vraiment la co-construction entre la mairie et ses trois copines rassemblées autour d'Audrey, qui voulait porter ce projet. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est tout ce qu'on a autour du système alimentaire local à Los Angeles, c'est-à-dire des agriculteurs à qui on a offert la possibilité de s'expérimenter à la bio en leur donnant des terrains gratuitement, à quelques conditions, c'est-à-dire que pour un hectare récupéré gratuitement, ils devaient eux-mêmes passer un hectare de leur propre terre à la bio. Deuxième condition, s'expérimenter collectivement à ces nouvelles pratiques de production alimentaire. Et troisième condition, avoir envie d'ancrer cette expérimentation dans la durée. Et donc, on a été plutôt chercher des agriculteurs jeunes qui reprenaient l'exploitation de leurs parents ou qui s'installaient pour lancer leur démarche. Et cette démarche s'appelle Biolos aujourd'hui. On est passé à plus de 50% des terres agricoles lossoises à la bio. Ça a permis de développer tout un système de vente en vrac auprès des petites supérettes locales qui du coup s'achalandisent de produits bio produits à Los Angeles parce que ça rend les gens fiers, parce que c'est produit à Los Angeles, etc. Et là, encore une fois, ça démarre d'une initiative mairie, mais c'est un service utile finalement qui dépasse largement
la capacité de la mairie à le mettre en œuvre. Et donc ça, c'est peut-être ma conclusion, c'est que finalement l'implication citoyenne, la démocratie contributive, la démocratie d'exercice, à la fois, elle renforce la démocratie représentative, c'est vrai, mais en plus, elle permet d'étendre bien au-delà de sa capacité réelle, la capacité de l'action publique à mettre en place des solutions durables. C'est-à-dire qu'en fait, on passe en faisant ça de l'action publique à la puissance publique. Voilà. Et je pense que ça, c'est, à mon avis, quelque chose qu'on doit garder en tête parce que ça a beaucoup de valeur. Et c'est ce sur quoi on adosse de nouveaux modèles économiques ancrés territorialement, qui répondent aux enjeux du climat et qui répondent aux enjeux du bien-être de la population. Merci Julien. Bastien, donc on passe à la dernière séquence, celle de la capitalisation de ce débat qui a été assez foisonnant. C'est probablement pas facile d'organiser toutes les idées qui ont été émises, tous les sujets qui ont été abordés, mais tout ça est assez significatif de la fermentation de ce sujet par les temps qui courent. Qu'est-ce que tu nous proposes comme méthode de capitalisation de la matinée ? Alors, on va passer la parole à Anna pour ça. Juste un mot comme d'abord pour remercier les intervenants. Alors, n'hésitez pas à réagir d'ailleurs sur ce qui va ressortir aussi de la capitalisation collective. Ce serait intéressant d'avoir vos réactions directes. Mais merci en tout cas pour vos apports respectifs. Alors bon, il y a eu beaucoup, juste un mot aussi par rapport aux questions qui ont été remontées. Je me suis efforcé autant que possible de les relayer. Alors, il peut y avoir peut-être certaines frustrations. Toutes n'ont pas pu être relayées évidemment. Je me suis efforcé d'en faire la synthèse autant que possible. Sachez une fois encore quand même qu'on s'en fera l'écho dans la synthèse finale de notre document, parce qu'on garde bien trace de tout ce que vous avez dit, tant en termes d'exemples que de commentaires ou de remarques. Et je reviens, et donc pour la suite, parce que c'est important pour nous de vous laisser la parole. Certes, on ne peut pas vous permettre de prendre la parole directement au micro ouvert parce que ce serait trop compliqué à gérer, mais on a des systèmes qui vont vous permettre de vous exprimer et de nous faire part de ce que vous retenez du débat. Et puis vous savez, à la Fonda, on est très attaché à l'intelligence collective, et donc on va se laisser un dernier temps maintenant pour que vous puissiez nous faire remonter vos idées. Et Anna va vous présenter comment nous allons travailler, et pour ça, je vous invite d'ores et déjà à vous connecter à nouveau à WooClap. Voilà, merci Bastien et merci aussi aux intervenants et aux participants pour ces échanges passionnants. Donc je vous invite à vous connecter sur WooClap. Donc le code est inchangé, c'est toujours CTXPLX, ou sinon on peut directement vous connecter au lien que Bastien vient de poster sur la conversation. Donc comme vous le savez, on n'a pas de post-it physique en tant que tel, mais nous on vous propose maintenant des post-it virtuels et on vous invite à répondre à 3 questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous a interpellé au cours de ce débat? Donc là maintenant, normalement Bastien va l'activer sur WooClap. Voilà, je partage à nouveau l'adresse. Désolé, je suis allée un petit peu vite. Non, c'est moi. Et donc, voilà, donc vous avez l'adresse sur votre écran, vous avez l'adresse également dans le module de chat, et donc je vais ouvrir maintenant la première question. Et donc là maintenant, on vous invite à renseigner qu'est-ce qui vous a interpellé sur ce débat sur la vitalité démocratique. Vous avez d'ores et déjà mis en exergue beaucoup de choses, donc là c'est quelque chose où vous pouvez vous exprimer très librement. Voilà. Et j'ai oublié de préciser, vous pouvez voter, il y a un petit cœur qui s'affiche, donc s'il y a des propositions avec lesquelles vous êtes en accord, vous pouvez cliquer dessus et cela nous permettra de prioriser les principaux faits saillants sur ce débat. Merci. Donc on se laisse quelques minutes pour que vous puissiez répondre. Donc normalement vous voyez toutes les propositions apparaître également sur votre écran, et moi je vais tout de suite partager, comme ça vous voyez aussi le résultat des votes. Donc on voit qu'une série de beaucoup de propositions arrivent. Oui. Donc il y a quand même autour de la formation des élus, du changement de posture aussi des élus. Donc,
mais aussi la formation des citoyens. Effectivement, cette question de la formation revient, on la trouve ici, importance de la formation et d'éducation, former les citoyens, qui a eu beaucoup de votes. Former en classe d'éducation civique, toujours sur ce sujet. Alors là, on voit comme aussi deux un peu convergents avec des votes partagés sur le fait que côté que le local, ça fonctionne bien, mais comment est-ce qu'on va durablement, comment est-ce qu'on va au-delà des initiatives pour faire système ou aller au-delà des petites communautés. La complexité de l'échelle qui revient ici également. Ouais. La question de la formation qui revient, l'injonction à la participation qui a eu beaucoup de votes, qui n'est pas un sujet qu'on a forcément pu aborder, mais qui est également un enjeu. Le cas de Porto Alegre, c'est par rapport au budget participatif, c'est de mémoire, je m'en souviens plus bien. Alors, je vois que là, les propositions, la plupart des personnes qui souhaitaient transmettre quelque chose l'ont fait. Donc, comme indiqué, une fois encore, on aura une synthèse de ce débat. Donc, évidemment, tout ce que vous allez poster là, tout ce que vous avez posté et proposé remontera également avec le résultat de vos votes. Oui. On va pouvoir, je pense, passer à la question suivante. Ah, attendez, encore des... Très bien. Donc maintenant, quel levier d'action vous paraissent intéressants à mettre en œuvre? On voit apparaître déjà quelques tendances. La co-administration des biens communs, donc là, tout ce qui a été mentionné par Charlotte Kosla et Julien Desfaits autour de cette question de modèle de partage des biens communs, avec le modèle de charte notamment appliqué à Bologne, donc qui reçoit en tout cas beaucoup de votes et beaucoup d'appui. J'ai remarqué aussi, alors je ne les retrouve plus là directement, mais certains post-it qui mentionnaient les principes directeurs qu'évoquait Julien et qui d'ailleurs ont été déjà aussi remarqués à l'issue de la première question. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas relever, l'évaluation de la valeur sociale créée par la participation. Vous le savez, ces questions de valeur sociale sont au cœur des travaux de la Fonda, alors pas que sur les questions de participation, mais aussi cette question de valeur sociale est au cœur de nos travaux à travers le programme ESS et chaîne de valeur. Ouais. J'ai vu aussi, alors je retrouve le possible, mais je retrouve aussi, j'ai vu qu'il y a un moment donné que les personnes parlaient du rôle des partis politiques. Il est vrai que beaucoup de questions étaient remontées là-dessus sur le chat, on n'a pas eu l'occasion de le creuser, mais c'est vrai que c'était une question qui était très présente sur le rôle des partis politiques, à la fois comme espace de formation, comme étant parfois d'ailleurs aussi un vecteur de blocage, du fait des postures qu'on y adopte.
Alors on retrouve en tout cas le rôle des associations qui est voté ici, qui a fait l'objet d'autres post-it également. Les outils participatifs. Il y a aussi des changements juridiques avec la création de budget participatif, une quote-part pour certains, revoir aussi le mode d'élection ou aussi les consultations citoyennes. Pour avoir plus un rôle en tant que tel pour la définition d'agenda. Apprentissage des modes de participation. La confiance, qui est un levier qui revient souvent, la confiance aux initiatives citoyennes, je crois qu'il a été mentionné qu'effectivement la confiance doit pouvoir fonctionner dans les deux sens. Et, l'éducation populaire au cœur de notre démocratie, à signaler quand même, qui reçoit également beaucoup de votes, qui rejoint effectivement tout ce qu'on a pu dire sur les questions de... On ne l'a pas évoqué directement dans ces termes-là dans le débat, mais il est important de rappeler le rôle de l'éducation populaire dans l'éducation citoyenneté, donc merci de le remettre au cœur de nos réflexions. On l'a évoqué indirectement à travers tous ces enjeux de formation et d'éducation à la citoyenneté. La prise en compte des votes blancs suscite aussi quelques votes positifs. Alors écoutez, il me semble que les propositions... Alors il y en a encore. Il y en a. À la formation citoyenne encore. Le lien avec les associations, qui est un point évidemment qui est à souligner, sur lequel, n'en doutez pas, la Fonda continuera de travailler. Très bien. Écoutez, je propose de... Dans le dernier confort. Alors, on va pouvoir passer à la toute dernière question. Merci encore pour tous ces apports. Et on a une dernière question à vous adresser. Alors, comme je le disais plus derrière, on a toujours l'espoir que les débats nous transforment. Et donc, d'où cette question sur ce que vous pouvez faire. Quelles actions est-ce que je vais entamer en priorité à l'issue de ce débat ? Allez manger mon repas. Alors, on partage. Oui. Ce qui peut être un acte engagé si vous consommez local, bio. De saison. Voilà, beaucoup de propositions de convention du climat sont ressorties, qu'on a commencé à voir apparaître hier soir, vont dans ce sens-là. Vous voyez. Merci de boire un verre à notre santé. Et merci beaucoup de votre présence aussi et de votre participation. Il y avait la mise en place de politiques d'évaluation apprenante aussi. Oui. Relier les travaux de la Fonda, nous vous y invitons vivement. Vous pouvez le faire sur le Facebook, sur le LinkedIn, sur Twitter aussi. Et sur le site aussi de la Fonda, bien évidemment. Et payer votre cotisation aussi. Alors, je vois agir avec un sociologue et un designer. Donc, Julien, Charlotte, vous avez suscité de l'envie de coopérer. Oui, mais le 50-50 aussi de Los Angeles, j'ai l'impression, inspire beaucoup. Effectivement, il avait été mentionné à la précédente question également. Oui. Alors, et aussi décider ensemble aussi suscite un intérêt, donc c'est positif. On sera évidemment très heureux si ce débat produit des échanges au-delà de ce cadre en distanciel.
interpeller sur le rôle des associations encore, hein, qui reste évidemment un sujet qui nous concerne et qui nous préoccupe tous. Oui, il y a plusieurs aussi messages sur le fait d'aller voter le 28 juin prochain par rapport aux élections municipales. Oui. Il y a aussi le fait de creuser le concept des communs, donc la 27e région travaille beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de propositions du coup qui tournent effectivement autour du relais, de la valorisation et le transfert aussi. Hein. Je vois beaucoup de personnes qui ont envie de transférer ce qu'ils ont pu apprendre aujourd'hui. Donc là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des mises en lien, des mises en contact. On va de toute façon nous relayer énormément de documents qui sont en trait avec ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Mais si vous souhaitez également créer des liens avec les intervenants, ce sera tout à fait bienvenu. Enfin, je me permets de parler en leur nom, mais je pense qu'ils seront très heureux de pouvoir échanger avec vous. Et nous vous ferons aussi une synthèse sur ce débat. Donc, nous dire encore bravo, on prend, merci. Et merci aussi à tous les intervenants pour leur participation de qualité, malgré les aléas techniques parfois. Un grand merci aussi à eux pour leur disponibilité. Voilà, ce moment. Et un grand merci à notre super bénévole animateur de cette réunion, Yannick Blanc, qui a conduit ça avec maestria. Oui. Je crois que les propositions sont... Alors, ainsi, hein, il y a beaucoup de choses. Donc, on peut, je pense, laisser un mot de conclusion à Yannick. Merci à tous. Ce dernier exercice de capitalisation là, très significatif de la vitalité, du foisonnement des idées, des initiatives, des réflexions, des expériences. Ça m'inspire une première idée de conclusion, c'est que on voit bien que l'avenir de la vitalité démocratique, c'est pas un jardin à la française, c'est pas une belle architecture institutionnelle qui permettrait de répondre. On va être beaucoup plus dans le foisonnement, la biodiversité démocratique, si j'ose cette métaphore, et cependant, ça pose la question du rôle de l'État. L'État a été construit pour ordonner un jardin à la française. Est-ce que demain, on est capable de concevoir un État capable d'animer, de faire vivre, d'alimenter cette biodiversité démocratique? Je crois que c'est une grosse question. C'est une question que je me pose puisque je suis moi-même un haut fonctionnaire, un agent de l'État et que j'ai passé toute ma vie professionnelle à m'interroger sur ces questions. Je trouve que l'interpellation, là, elle est très significative. Mon deuxième mot de conclusion, il est que nous n'avions pas axé le débat et le profil des intervenants sur le rôle des associations, mais vous, les participants, vous avez très largement, dans vos remarques finales, souligné à nouveau le rôle des associations pour la vitalité démocratique. Ce sont des corps intermédiaires fondamentaux. Ils sont ancrés dans le territoire, ils sont ancrés dans les populations. Et je voudrais répondre à Serrero qui nous a beaucoup interpellés sur le chat pendant tout ce débat. Si quelqu'un est capable d'aller chercher les absents du débat démocratique, ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, ceux qui ne votent pas, ceux qui ne prennent pas la parole, qui n'ont pas voix au chapitre, ce sont bien les associations qui sont à leur contact quotidien. Les associations du handicap, les associations de lutte contre la pauvreté, les associations d'éducation populaire, évidemment, les associations sportives qui vont auprès de toutes ces populations. Et nous sommes évidemment extrêmement attentifs à ça. Nous allons continuer, avec nos amis du mouvement associatif, à plaider très fort auprès des pouvoirs publics la nécessaire reconnaissance de ce rôle très actif des associations qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, alors même que la crise du Covid a mis en exergue le rôle fondamental qu'elles ont joué pour le lien social. Merci à tous de votre participation. Bon appétit donc puisque vous allez manger et bonne fin de journée. Merci à tous.
À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde. Si je me permettais, ceux qui n'ont pas de voix VOIX n'ont malheureusement souvent pas de voix VOIE. C'est à méditer. Bon. Je ne sais pas si les intervenants sont toujours là, mais un